Nos journées et même nos vies sont rythmées par le temps. Nous sommes impuissants face à celui-ci et nous pouvons seulement nous contenter de le regarder s'écouler. Depuis des milliers d'années, l'être humain, en dépit de contrôler le temps, cherche à le mesurer. Bonjour et bienvenue à tous sur Horlo & Co. Aujourd'hui, nous allons parler des plus vieilles marques horlogères qui existent encore de nos jours. Vous allez découvrir des marques et leur histoire incroyable qui leur ont permis de perdurer dans le temps et ce depuis près de 300 ans. Mais avant ça, je trouve important de parler de quelques étapes historiques de l'horlogerie qui l'ont amenée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Nous allons donc commencer par aborder l'histoire de l'horlogerie. Ensuite, nous allons parler des plus vieilles marques horlogères et de leur histoire. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur le futur de l'horlogerie. On commence sans plus tarder par un petit récapitulatif de l'histoire de l'horlogerie. On fait un petit voyage dans le temps pour remonter vers 1450 avant Jésus-Christ et on se retrouve en Égypte. Sitôt après avoir observé le cycle du jour et de la nuit, l'homme dans toutes les civilisations n'a eu de cesse de mesurer le temps. Ce qui l'a conduit progressivement à élaborer des calendriers et des instruments de plus en plus précis. La première manière de lire l'heure était d'utiliser le soleil. Bon, on est d'accord, le pôle Nord n'était pas très avantagé. À cette époque, on se servait de cadrans solaires pour suivre les mouvements du soleil et marquer les heures de la journée. On fait un saut dans le temps jusqu'au XIIIe siècle, et oui, pendant quasiment 3000 ans, si le temps était pourri dehors, c'était la galère pour lire l'heure. J'ose même pas imaginer comment il faisait en Bretagne. Non, blague à part, en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai découvert que la ville la plus pluvieuse de France était Grenoble, avec une moyenne de 9 jours de pluie par mois. Bon, vous faites ce que vous voulez de cette info, moi je vous la donne, c'est cadeau. Bon bref, on revient à notre XIIIe siècle. On a l'apparition, avec les horloges à poids, rouages et régulateurs, de machines le plus souvent sans cadran, dont la sonnerie rythme les activités organiques de la communauté. On pense évidemment tout de suite aux clochers dans les villes, et par exemple, à Strasbourg, ce type de mécanisme a été installé en 1354 dans la cathédrale de Strasbourg. Vers 1410, on a l'apparition du ressort moteur, une vraie révolution qui rend possible l'horloge domestique et portable et qui va ouvrir la voie à la réalisation de montres. Je sais pas si vous réalisez, mais à cette époque, Jeanne d'Arc n'a pas encore goûté au bûcher et Gutenberg n'a pas encore inventé la presse à imprimer. Quasiment un siècle s'écoule et on se retrouve à la fin du 15e siècle. La montre mécanique fait son apparition en Italie, en France et en Allemagne. Et c'est fou car on a gardé exclusivement ce type de montre jusqu'à la fin des années 60, là où le quartz est apparu. En 1517, les horlogers essayent de réduire un maximum les dimensions des montres. Et en 1518, François Ier dépense même une fortune dans 2 dagues comportant des montres à leur extrémité. En effet, ça devait être pratique pour déterminer l'heure du décès de la personne qu'il venait de tuer. En 1554, on a l'apparition du premier horlogier de Genève, Thomas Bayard. Bon, je ne sais pas comment on est passé du terme horlogier à horloger. Je ne suis tombé que sur des sites en latin qui l'expliquaient et vous ne m'en voudrez pas, je n'ai pas choisi l'option latin au collège. Mais si vous parlez latin, n'hésitez pas à nous éclairer dans les commentaires. On saute quelques étapes dans l'horlogerie pour atterrir à Blaise Pascal, le célèbre philosophe et mathématicien, dont certaines rumeurs affirment qu'il portait déjà sa montre au poignet. Et si c'est le cas, c'était un sacré visionnaire. En 1754, le français De Beaufray construit la première montre à rubis. Il avait beau être français, mais avait fui la France pour l'Angleterre et son invention a donc donné un avantage considérable aux montres anglaises pendant quasiment un siècle. On refait un petit saut dans le temps jusqu'au 19e siècle. Pendant ce saut dans le temps, des dizaines de brevets et d'inventions ont vu le jour. L'horlogerie était en perpétuelle évolution, mais bon, si je m'arrête sur chacune des étapes, la vidéo va clairement durer 2 jours. Au 19e siècle, on a l'apparition de plusieurs noms qui devraient vous sembler assez familiers si vous vous intéressez un petit peu à l'horlogerie. En 1830, on a le remontoir au pendant de Antoine-Louis Breguet. En 1838, le remontoir au pendant de Louis Audemars. En 1842, le remontoir au pendant d'Adrien Philippe. En 1847, le remontoir au pendant de Antoine Lecoultre. Enfin bref, plein de noms qui devraient vous parler si vous vous intéressez un petit peu à l'horlogerie, qui sont aujourd'hui des marques mondialement connues. Jusqu'alors, les montres bracelets telles que nous les connaissons aujourd'hui n'étaient pas du tout communes. C'est seulement durant le 20e siècle qu'elle sera de plus en plus répandue et normalisée pour les hommes. Et oui, il faut savoir que pendant très longtemps, les montres bracelets, que aujourd'hui certains caractérisent même de seuls bijoux de l'homme, étaient pendant très longtemps réservés aux femmes. Pour les hommes, c'était les montres de poche. Et ensuite, l'horlogerie a continué à suivre son cours d'invention en invention, de brevet en brevet, d'épreuve en épreuve,
pour donner les montres que l'on connaît aujourd'hui. Mais parmi les marques horlogères que nous connaissons aujourd'hui, certaines ne datent pas d'hier et sont là depuis un bon bout de temps. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo avec les marques horlogères les plus anciennes qui continuent à produire des montres de nos jours. On commence tout de suite avec Blancpain. En 1735, Jehan-Jacques Blancpain s'inscrit en tant qu'horloger dans le registre du village de Villeray. Il est le fondateur de la maison qui portera son nom, Blancpain, et qui restera aux mains de sa famille à travers ses descendants durant quasiment 200 ans. En 1815, Frédéric Louis Blancpain, petit-fils de Jehan-Jacques, modernise l'atelier de Villeray. Il modifie le design de l'échappement des montres et crée des modèles extra plats. En 1932, Frédéric Émile Blancpain représente la 7e génération familiale depuis la fondation de Blancpain. L'année 1932 est l'année où il va décéder, c'est donc aussi l'année où il va léguer son entreprise à son assistante de longue date, Betty Fichter. Elle devient donc la première femme CEO d'une entreprise horlogère. En 1961, Blancpain est intégrée à la Société Suisse pour l'Industrie Horlogère, où elle rejoint entre autres Omega et Tissot. Outre les productions de montres en son nom, Blancpain devient aussi un centre de production de mouvements pour le groupe SSIH. En 1992, Jacques Piguet, qui entre-temps avait racheté Blancpain, accepte de vendre Blancpain et Frédéric Piguet à la SMH, société suisse de microélectronique et d'horlogerie qui plus tard sera renommée le Swatch Group que tout le monde connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, Blancpain continue de produire des montres incroyables et est reconnu pour son niveau horloger. La deuxième maison horlogère dont nous allons parler est Fabre-Lebas. Selon des actes notariés, sa création remonterait à 1718, mais c'est seulement à partir de 1737 que la marque est officiellement enregistrée en tant que horloger. À ses débuts, cette marque n'était pas encore Fabre-Lebas, mais seulement Favre, créée par Abraham Farm au Locle en Suisse. C'est seulement en 1815 que Favre deviendra Fabre-Lebas suite à l'association de Henri-Auguste Favre, alors représentant de la 4e génération dans la maison, avec Auguste Lebas. À partir de 1950, Fabre-Lebas commence à sortir différents mouvements manufacture, développés donc en interne. En 1960, ils sortiront la Waterdeep, qui est leur première montre de plongée. Malheureusement, dans les années qui suivent, c'est l'explosion du quartz, donc avec les montres à quartz. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les montres à piles. Ils auront donc du mal à s'en sortir et décideront d'arrêter de produire des montres. Mais en 2011, le groupe Tata reprend la marque et un an plus tard, en 2012, Fabre-Lebas sort une réédition d'une de leurs montres les plus cultes, la Bivouac 9000. Leur histoire était ainsi relancée. On passe maintenant à la troisième marque, avec une marque que j'aime beaucoup, et on va parler de Vacheron Constantin. Cette maison a vu le jour en 1775. Jean-Marc Vacheron est un jeune maître horloger de 24 ans lorsqu'il lance sa propre entreprise. Il engage alors son premier apprenti. Et c'est grâce à l'embauche de cet apprenti que l'on connaît aujourd'hui la date de création de Vacheron Constantin, puisque l'on a retrouvé des papiers de son embauche datant de 1755. À cause des guerres qui font rage sur le sol européen, le commerce de montres est mis à mal. La plupart des relations commerciales qui faisaient la stabilité de Genève sont mises en pause. Alors que les ateliers de Genève ferment un à un, Jacques Barthélemy, qui est le petit-fils du fondateur, se sert de ses contacts parisiens afin de conserver de bons rapports commerciaux avec la France. Il va même jusqu'à se lancer dans le commerce parallèle de tissus et d'eau de vie. La chute de Napoléon en 1815 sonne le retour des jours prospères. Les liens commerciaux vers la France reprennent et Vacheron Constantin part à la conquête du marché italien. En 1936, c'est Charles Constantin qui devient administrateur de la fabrique, mais 2 ans plus tard, Vacheron Constantin est intégré au groupe Jaeger-LeCoultre. L'entreprise conserve néanmoins son autonomie. En 1955, c'est la montre la plus plate du monde qui fait sensation dans le milieu horloger avec un calibre de seulement 1,64 mm d'épaisseur. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 1200 employés, fabrique plus de 20 000 montres par an et réalise environ 600 millions de francs suisses de chiffre d'affaires. Comme vous pouvez le remarquer, je ne détaille pas entièrement l'histoire de chaque marque. J'essaye juste de choisir des événements assez importants dans la vie de la maison horlogère. Malheureusement, ça prendrait beaucoup trop de temps de rentrer dans les détails. Il faudrait une vidéo dédiée pour chaque marque que je cite. En revanche, je me ferai un plaisir d'approfondir sur des marques en particulier, tout en vous présentant un modèle de la maison. Alors dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse. La marque suivante est la maison Breguet. La marque vit le jour en 1775 et en 1775, l'avènement de Louis XVI vient d'avoir lieu et fait souffler un vent nouveau sur la France. Le roi étant propice aux arts, Breguet en profite pour se mettre à son compte et connaît
connaît le succès jusqu'au début de la Révolution en 1789. Le climat instable qui règne alors sur Paris le force à fuir son pays d'adoption pour la Suisse. Lors de son retour, Abraham Louis Breguet doit reconstruire son entreprise et trouver une nouvelle clientèle. La maison horlogère quitte définitivement les mains de la famille Breguet en 1870, quelques mois avant la guerre franco-allemande et la chute du Second Empire. Cette instabilité politique a une conséquence directe sur le commerce parisien et Breguet constate tristement que ses ventes chutent de manière conséquente. Il faut attendre les années 1900 à 1914 et la belle époque pour inverser la tendance et connaître à nouveau une évolution de la demande. De 1970 à 1998, la reprise de Breguet par les frères Chaumet, puis par la société financière Investcorp dynamise la maison horlogère au cours d'une période propice aux évolutions. Ne réussissant plus à honorer la demande croissante des marchés traditionnels ou émergents tels que l'Asie, Breguet décide d'investir dans de nouveaux locaux. En 1999, le rachat par Swatch Group insuffle un dynamisme nouveau chez Breguet. L'année 2003 marque une étape importante, le début des travaux d'agrandissement de la manufacture. Breguet continue aujourd'hui d'écrire son histoire et de fasciner les passionnés d'horlogerie. Et voilà pour certaines des plus vieilles marques horlogères encore en action. Après celles-ci sont venues bien d'autres, telles que Girard-Perregaux en 1791, Baume&Mercier en 1830, Longines en 1832, Jaeger-LeCoultre en 1833, Patek Philippe en 1839, Ulysse Nardin en 1846, Omega en 1848, Tissot en 1853 et plein d'autres marques aujourd'hui mondialement connues. Je trouve ça fou de voir ce que certaines marques ont dû traverser pour survivre. 300 ans, ça peut paraître court, mais pour la durée d'une vie d'une marque, c'est juste énorme. Traverser les guerres, les conflits, continuer à innover en permanence, s'exporter aux quatre coins du monde. C'est aussi ça qui me fait aimer l'horlogerie, l'histoire derrière chaque marque qui la rend unique et exceptionnelle. Et évidemment, on ne retrouve pas cette histoire chez Cluse ou chez Daniel Wellington. Je vais maintenant donner mon avis sur l'avenir de l'horlogerie. Et pour moi, l'horlogerie a encore un très bel avenir devant lui. Beaucoup ont pensé au déclin de l'horlogerie au fil des années. Et ça se comprend, la nécessité d'avoir une montre pour avoir l'heure n'est plus vraiment d'actualité. On a l'heure partout, sur notre PC, sur notre téléphone, même sur des panneaux dans la rue. Mais malgré ça, la passion pour l'horlogerie continue de vivre et même de se développer. Beaucoup de monde s'intéresse aux montres et beaucoup de monde s'intéresseront aux montres. Ici, ce n'est que mon avis à moi, mais je pense que je peux même être un exemple de cette nouvelle génération, mais qui s'intéresse quand même à ce domaine. En effet, j'ai grandi dans la technologie, j'ai quasiment toujours eu accès à un ordinateur, j'ai toujours eu accès à l'heure assez facilement. Pourtant, ces objets me passionnent et me fascinent pour des dizaines de raisons indépendantes de juste lire l'heure. Il y a juste à regarder un petit peu les créateurs de contenu autour de l'horlogerie et la moyenne d'âge est assez basse. Je pense sincèrement que l'horlogerie n'est pas près de mourir et que ma génération, comme la génération future, continuera à s'intéresser à cet art. Et ce sera même à eux de créer l'horlogerie de demain. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste sur l'avenir de l'horlogerie. Et voilà pour cette vidéo retraçant un petit peu l'histoire de l'horlogerie et de certaines marques qui ont su perdurer dans le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est toujours un plaisir de faire ce type de vidéo. J'en apprends énormément et j'espère vous en apprendre aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like ou un commentaire. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.